Ok, dans cette vidéo, tu vas entrer, j'ai envie de dire, un peu dans un cercle, une partie de mon intimité, mais tu vas voir, je ne serai pas tout seul. À la base, j'étais pas censé faire cette vidéo, des choses qui se passaient, et je me disais, j'avais besoin de couper. Donc je suis allé dans un petit chalet à Almont. C'est une petite, j'ai envie de dire, une petite ville au pied de la montagne, un petit village au pied de la montagne plus précisément. On est au pied des Alpes d'Huez. À la base, on devait venir 4 jours et finalement on est resté un peu plus longtemps. Et je suis accompagné de Alexia. Donc je te présenterai Alexia tout à l'heure. Euh, Alexia donc m'a accompagné pour ce séjour. Et c'est passé trop de choses. Et à la base je voulais pas filmer et tout. Et en fait on en a parlé, on s'est dit bah tiens on va quand même filmer 2-3 trucs. Donc là ce que tu t'apprêtes à voir en fait c'est une vidéo qui va être peut-être assez longue. Voilà, assieds-toi, prends le temps, fais-toi une tisane. Et finalement, je suis vraiment content d'avoir filmé ces parties-là. Et voilà, donc bon visionnage, j'ai envie de dire. Et puis, reste connecté parce qu'il y en aura une deuxième. Je vais la scinder en deux. Il y en aura une deuxième. Nous sommes actuellement à Almont, c'est dans les Alpes, nous sommes au pied des Alpes d'Huez. Et puis nous allons monter tout là-haut. Je vous laisse voir tout en haut. Voilà, au bout de mon doigt. On va se retrouver là avec Aleki, ça va être vraiment très fort. On va parler de pas mal de choses, on va essayer de se reconnecter également aux forces de la nature, aux forces qui sont autour de nous, des 4 éléments. Et puis je vous dis à très vite. Ouh, les papillons. Bon les amis, on a pris les... Comment on appelle ça ? Télécabines. On a pris les télécabines. Ça veut dire que là, on est à... Je pense qu'on doit être à peu près à 20 mètres. Plus. Ah ouais ? De là-bas, là ? Non. Ah oui, t'as raison. Ah oui, non, de là-bas. Non, mais du sol. C'est vachement haut. Ouais. C'est vachement haut. Waouh. En fait, à chaque fois qu'on arrive près du... Moi, j'ai cru que... Non mais là c'est encore plus... Non mais attends, je vais vous montrer les amis parce que... Fallait que je vous montre parce que là, ça va encore plus haut, ça veut dire que... Et... Ça fait... Non mais j'ai l'impression que ça fait comme l'avion tour quand... Ouh, à un moment donné... Genre comme si t'avais des bouquets sous... Là je sais pas à combien de mètres on est mais... Bon regarde pas trop derrière Julie. Parce que derrière là, derrière nous c'est chaud. Après sur la vidéo on dirait pas mais... Ouais, non, on devrait pas. Ok, conversation entre Aleki et Kwame. Voilà, comme vous voyez, il n'y a rien autour de nous. Hein. Voilà. On est là. L'ego spirituel. Qu'est-ce qu'évoque l'ego spirituel? Déjà, comment on fait pour savoir qu'on est dans l'emprise de l'ego spirituel? Est-ce que même déjà tout le monde tombe dans l'ego spirituel? Je pense que c'est une étape dans le parc. Enfin, ouais, je pense que c'est réellement une étape. Tu penses qu'on est obligé de passer par ça? C'est le moment où tu commences à découvrir les choses peut-être et que tu penses avoir tout vu. Ouais. Ou le moment où tu reconnais ta divinité, tu vois. Et que tu te sens hors limite de temps, d'espace. Même si c'est une réalité, hein, c'est une vérité. Mais je dirais que c'est le moment où effectivement tu as l'impression que tu t'es fait tout seul ou que tu peux te débrouiller seul. C'est comme si tu t'exclus Du tout. du monde qui t'entoure. Du coup, ça veut dire que si à un moment donné tu décides de te dire que tu t'es fait seul, donc non, que tu as suivi des enseignements par exemple, et que aujourd'hui ça y est, tu prends ton propre chemin et que tu expérimentes les choses seul, et bien là, ça peut être un signe d'être sous l'emprise. Non, j'attends.
je m'exprime mal. Alors, je vais partir de mon propre exemple. Ok. L'exemple aussi que j'ai pu rencontrer. De mon propre exemple, c'est... Je me rappelle, j'étais arrivée à un moment où, parce que tu arrives à canaliser des choses, ou à... C'est quoi canaliser des choses? C'est quoi canaliser? On va en profondeur. Hein. Hein, parce que des fois on utilise des mots et on peut ne pas avoir la même signification. C'est quoi canaliser? Canaliser, c'est, dans ma définition, hein, c'est le fait de pouvoir recevoir des informations à la fois du passé. Ok. Souvent les personnes vont donner des exemples d'avoir connecté avec des anciennes vies, D'accord. tu vois, ou d'avoir touché des mémoires transgénérationnelles, par exemple. Ça peut aussi être des choses du futur. Donc tu es un peu en mode prémonition. D'accord. Donc ouais, c'est là où moi je parle de canaliser des informations. Et est-ce qu'il y a des techniques qui existent pour pouvoir apprendre à canaliser, ou est-ce que tout le monde peut canaliser déjà? Tout le monde. Tout le monde peut canaliser. Tout le monde peut canaliser. Mais j'ai jamais canalisé. Je te jure, j'ai jamais canalisé. Vous me semble pas là. À part quand j'étais jeune et que j'ai décrit la maison de ma tante. Ouais. Alors que j'avais jamais pris l'avion et que j'ai décrit genre tellement bien, mais ouais. Mais ça m'est arrivé une fois. Tout le monde peut canaliser. Donc, Je sais pas si t'as regardé. Il y a une série qui s'appelle comme ça, La roue du temps. Sur. Netflix? T'as déjà vu? Non, mais j'ai vu une autre série qui me fait penser un peu à ça aussi. C'est quoi? C'est une série où genre ils sont un peu partout. T'as une personne à New York, une personne au Japon et tout. Ah, Et 8, je sais pas ouais. Et bref, donc revenons à. comment. Donc l'ego, parce que là on a parlé de canaliser, donc Oui. j'ai demandé comment on a canalisé. Bah, en fait, du coup, moi, je reprends mon exemple et puis j'en donnerai d'autres. Bien sûr, bien sûr. Mais je sais que quand j'ai commencé à canaliser, alors au début j'étais dans le doute parce que j'étais pas trop sûre, est-ce que c'est ça ou pas. Quand j'ai commencé à canaliser certaines choses qui allaient arriver, par exemple, parce qu'autant dans le passé, Bah, dans le passé. bah, tu dis bon, j'ai la sensation que... Parce que dans le passé, il y a aussi ces histoires de mémoire akashique, qui est un peu le disque dur universel où tout le monde peut se connecter. Donc parfois, tu n'es pas sûr que c'est ta vie à toi que tu as connecté. Tu peux avoir... Tu sais, c'est comme tu te plugues à quelque chose et puis c'est la toile, quoi. Tu as plein d'infos. Ouais. C'est Internet. Voilà. Alors que tout ce qui est prémonition, bah... Une fois que tu as vu quelque chose et que ça se déroule, tu as vraiment la confirmation que tu as vu la chose. Et parfois, tu as une intuition. L'intuition, par exemple, c'est la base de la canalisation. Du coup, ne pas suivre son intuition, c'est petit à petit tuer l'un des chemins qui te permet de canaliser. Et donc, du coup, arrivé à un stade où parfois je m'amusais aussi dans des échanges que je pouvais avoir avec des personnes, à sentir la vibration de ce qui était dit, plutôt de ce qui n'était pas dit. Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir... De pouvoir avoir la vérité. Ouais, d'avoir du pouvoir. Tu vois. Et du coup, quand tu as l'information que l'autre n'a pas, de toute façon, tu as un pouvoir sur l'autre. Et c'est là où tu peux exercer ton pouvoir sur l'autre. Mais... Ok. Donc, ça c'était... Mais ça c'est... Est-ce que à ce moment-là, par exemple, tu étais déjà sur ce chemin de lumière? Oui. Ah d'accord, donc on peut être sous l'emprise de l'ego spirituel tout en étant, par exemple, accompagné, etc. C'est ça que je veux dire. Sûr. D'accord. L'un n'empêche pas l'autre. Je dirais bien au contraire, être sur un chemin de lumière, c'est d'abord aller regarder sa part d'ombre. Je pense qu'on ne peut pas apprécier sa lumière si on n'apprécie pas sa part d'ombre. Moi j'ai la chance d'être accompagnée et c'est ce qui m'a, je pense, m'a ramené... T'as ancré? Ouais.
qui m'a remis les pieds sur terre en me disant, en me faisant comprendre que j'étais tout juste à l'introduction de ce parcours initiatique. C'est ce qui est beau d'ailleurs. Et que, ouais. Et dans l'accompagnement que moi, enfin, dont je bénéficie, où avec mon enseignante, on travaille vraiment sur le cycle des saisons. C'est-à-dire que dans l'année, il y a 4 retraites. Puis après, tu as des webinaires et tout. Mais à chaque retraite, c'est comme si j'avais la fenêtre sur ce que j'avais à travailler après. Donc c'est pour ça que, imaginons, c'est une retraite qui dure 5 jours. Pendant 4 jours, je suis là, je vis des trucs de ouf. Ah, je dis, ah, ça y est, je clôture le dossier. Et le dernier jour, je touche le truc que, ah ouais, j'ai ça à travailler. Et c'est ça, en fait, qui m'a structuré et qui m'a fait réaliser à quel point je n'étais même pas... À la moitié. Même pas à moitié. C'est pas arrivé, quoi. Est-ce que c'est possible de se faire initier par une personne qui ne sait même pas qu'elle est sous l'emprise de l'ego spirituel? Ben oui. Ouais, c'est clair. Et donc finalement, reprendre, j'allais dire, ou peut-être même nourrir soi-même cet ego spirituel parce que tu as tendance à faire comme, et rester bloqué. En fait, ce que je veux dire, c'est que si, admettons, moi, je suis, par exemple, admettons, voilà, demain, j'initie des personnes, j'ai n'importe quoi, et je suis sous l'emprise de l'ego spirituel. La personne qui va me suivre, elle va peut-être inconsciemment, peut-être, essayer de faire les choses comme moi, ce qui n'est pas forcément l'objectif. Normalement, quand tu fais initier, c'est pour que tu te retrouves toi-même. Mais tu as des personnes qui sont comme ça. Et du coup, là aussi dangereux, c'est que, en fait, c'est comme si toi-même, toi qui es censé donner des enseignements, en fait, tu déverses le mauvais truc, donc l'ego spirituel, et en fait, ça crée que des petits soldats remplis d'ego spirituel. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Bah, de toute façon, j'ai l'impression que, en fait, on a le maître que l'on mérite, ou l'enseignant que l'on mérite. C'est-à-dire que si à un moment donné, on se tourne vers un enseignant, une enseignante qui est dans cette posture d'ego spirituel, c'est qu'il y a forcément une résonance avec soi. C'est comme pour tout, hein. Les personnes avec qui on interagit, on est forcément en résonance avec elles. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Et qu'on peut avoir un maître qui est qui vit son ego spirituel, être en résonance avec cette personne-là, parcourir avec cette personne ou cheminer pendant un temps, et justement réaliser soi-même que là, la personne est dans l'ego spirituel et que c'est pas mon enjeu. Comment tu dis à une personne? Comment tu peux lui dire si c'est censé être ton maître? Et que toi, par exemple, on va dire là, par exemple, voilà, tu as une enseignante, tu vois, donc tu es accompagné, et prenons un exemple, cette enseignante, à un moment, tu te rends compte qu'elle est dans l'ego spirituel. C'est des choses qui peuvent arriver. Bon, comment on peut lui dire? Parce que c'est pas évident, parce que quelque part, qui es-tu? Enfin, tu vois, tu peux très vite te dire, mais tu peux très vite douter sur ta propre perception de. Oui. Donc comment on dit? Sans blesser. Question. Comment on dit? Comme tu as dit, il faut déjà être sûr, hein, parce que. Comment on est sûr? Ça dépend où tu te places. Alors comment on est sûr, sachant qu'on est tous très souvent sous l'emprise des biais de confirmation, tu vois, ce dont je parlais. Exactement. Biais de confirmation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est important, c'est quand on a tendance à voir uniquement des choses qui confirment, on va dire, notre carte du monde. Par exemple, si vous pensez que je suis un menteur, par exemple, tout ce que vous allez voir confirmera ce en quoi vous croyez. Donc par exemple, mais t'as vu, je sais pas, la dernière fois il avait dit Kwame que ceci, que cela, boum. Mais t'as vu, la dernière fois Kwame, il avait dit qu'il n'utilisait pas de caméra, et là comme par hasard j'ai vu, il avait une caméra, boum. Alors que, et pour être plus objectif, c'est vrai que la caméra elle appartenait, je sais pas moi, à ma grande sœur qui me l'avait prêté ce jour-ci, etc. Peut-être que la fois. Et en fait, vous allez voir uniquement ce qui confirme
ce en quoi vous croyez, et ça va renforcer justement vos croyances. Et du coup, donc c'est pour ça que je disais ça à Leki, c'était que quand je lui ai posé la question comment dire à la personne et qu'elle a dit oui, mais en même temps, il faut en être sûr. Et le problème, c'est qu'on peut être aussi sous l'emprise des biais cognitifs. C'est-à-dire que moi, je peux très bien voir un truc et me dire, ah, mais j'avoue, c'est bizarre et tout, là, comment ça. Et se tromper, ça peut être aussi problématique. Parce que tu peux dire quelque chose à ton enseignante, pardon, et que finalement, la personne, ouais, tu vois, c'est pas du tout ça, et en fait, tu casses quelque chose, en fait. Tu peux casser quelque chose. Donc tu vois, c'est là où ça devient compliqué en fait de savoir qui n'est pas dans l'ego spirituel ou non. Comment on... Moi, je pense que c'est un combat avec soi-même, hein, l'ego spirituel, et que c'est très compliqué pour une personne, une tierce personne, de pouvoir intervenir dans ce combat. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Non, par exemple, avec mon enseignante, on a déjà vu... alors, c'est pas forcément des personnes... Je sais pas s'il faudra appeler ça l'ego spirituel. Mais elle nous a... Beaucoup d'entre nous, hein, qui pensions déjà être arrivés, elle nous a amené à voir à quel point on n'était pas arrivés. Et souvent... à travers des questions. À travers des questions, à travers des miroirs surtout. Surtout des miroirs où tu te rends compte que... en tout cas, à nos niveaux, à nous, l'ego spirituel est souvent en lien, pour les personnes que je connais, à un manque de reconnaissance. Un besoin de reconnaissance. Là on est dans le... Là on touche quelque chose. Et quand on te renvoie ces miroirs-là de te montrer à quel point tu as ce besoin de reconnaissance, c'est là où effectivement tu te rends compte que tu es dans ton ego. Moi c'est mon enjeu ça je pense. Je te jure, hein. Moi je pense que c'est mon enjeu parce que je pense quand même que j'ai ce besoin de reconnaissance. C'est bizarre, hein, mais moi je suis conscient. À quel niveau après c'est autre chose. Mais je suis conscient que en fait j'ai besoin besoin de reconnaissance et en même temps je m'en fiche complètement. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que je pense que je me persuade de m'en fiche, de m'en foutre. Ouais, t'en foutre. De m'en foutre. Et en même temps non. C'est-à-dire que je vais te dire ouais je m'en fous, tu sais, moi voilà je fais mon chemin, je suis dans Ancestraya, palette palata. Et il suffit que des personnes par exemple de la communauté par exemple puissent dire quelque chose, je vais m'en foutre, mais en même temps ça peut me piquer, enfin ça peut me... Je serai en mode genre si la personne n'a pas compris, il y a un truc, peut-être que c'est moi qui ai mal fait un truc, peut-être que mais tu vois. Alors que si c'est validé, c'est bon. Alors qu'en réalité, la personne peut dire n'importe quoi, comme moi je fais. Tu vois, bien sûr, mais cette validation, elle est quand même, pour l'instant, encore trop importante pour moi. Et du coup, c'est là où on peut rentrer dans vouloir trop plaire. Tu vois ? Ouais, je suis convaincue. Je sais. Moi, je tourne le miroir toujours. Toujours. En pleine face, bah oui. Toujours. Ça me parle, c'est mon enjeu. Voilà. Mais c'est beau. C'est remettre un plus grand que soi, reconnaître. Reconnaître. C'est quoi la phrase, vas-y? C'est quoi la phrase? C'est ça la puissance de pouvoir reconnaître en fait là où. Moi après c'est parce que depuis le début de l'aventure, que ce soit avec ou Ancestraya, plus avec Ancestraya en vrai, mais je veux dire, je me suis toujours mis à nu, tu vois, face à. Donc j'ai plus trop de problèmes maintenant à reconnaître quand par exemple quand j'ai beaucoup de trucs à travailler. Et ça je sais que ça c'est l'un de mes enjeux, c'est vraiment arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Arrête. Tu vois, genre. Et pourtant là, tu vois, en disant ça, je pense pas vraiment, je pense pas vouloir plaire à qui que ce soit.
Bah, oui, parce que ça, c'est juste le transfert. Faut aller à la source. Faut aller à la source. Au commencement. Au commencement. Au commencement étaient tes parents. C'est ça. Tout commence des parents. Hein. Et tout commence même des parents de nos parents. Et puis des parents de nos parents. Et donc on peut parler des mânes. C'est ça. Ancestrales. De la source de la source. Ouais. Donc faire un travail lié aux générations, un travail intergénérationnel. Mais avant d'aller au travail intergénérationnel, déjà travailler sur ses parents, c'est ce qui est le plus simple, parce que tes parents, ils sont là. Et le plus dur en même temps. Oui. Moi, parler à sa mère de choses, par exemple, ultra... tu vois, ça te met face à un... Ouais. Et en même temps, c'est ce qui va te faire le plus avancer, parce que dans ce travail spirituel, je sais qu'il y a des gens qui se contentent de faire un travail spirituel. Alors, contenter, je m'explique. C'est-à-dire que tu peux aller travailler des mémoires transgénérationnelles, tu peux faire des méditations, des trucs. Mais quand il se passe rien dans la matière, ça veut dire que il y a des choses que tu as comprises et qui restent dans cette fameuse boîte noire dont toi tu parles souvent. Et tant que tu ne ressens pas les choses dans le corps, tant que tu ne les expérimentes pas, ça va pas changer ta vie pour autant. Tu vois. Il y a plein de gens qui sont bourrés de connaissances parce qu'ils ont lu plein de bouquins, ils pourraient te faire des business plans, les yeux fermés, un plan de financement, mais ils sont incapables de faire ça pour eux. C'est vrai. C'est là où, en fait, pour faire l'analogie avec le travail spirituel, c'est là où si tu ne vas pas chercher à vivre des choses dans la matière, j'ai l'impression que voilà, ça reste un peu bloqué. Et c'est pour ça que je te disais que tout ce qui est transgénérationnel, c'est bien, mais avant d'aller... Faut aller voir tes parents. Surtout quand ils sont en vie, tu sais. Ouais. C'est là où tu peux débloquer des nœuds, discuter avec eux, poser des questions. Et en vérité, quand on fait ce cheminement, on a l'impression qu'on est tout seul dans l'aventure. On peut avoir l'impression qu'on est tout seul dans le bateau. Mais en vérité, c'est des ondes en fait. Même nos parents, nos frères et sœurs, nos proches en tout cas, sont en résonance et sont touchés à la mesure de ce qu'ils peuvent recevoir. Parce qu'en réalité, ils n'ont rien demandé. C'est pas que tu vas aller faire un travail sur toi et puis boum, ça va forcément débloquer leur vie. C'est pas ce que je dis. Mais ils vont être touchés à la mesure de ce qu'ils peuvent recevoir. Ils vont être touchés par le travail que tu fais. C'est vrai. Ils vont être impactés forcément. Et c'est à partir de ce moment-là où tu peux commencer déjà à débloquer certaines choses. Parce que du coup, tu impactes aussi leur réalité. Ça impacte la tienne. Ça débloque des choses. Peut-être qu'eux-mêmes, ça va les pousser à chercher des choses avec leurs parents, à se remémorer certaines choses. Ouais. Et après, là, tu peux t'attaquer sur du transgénérationnel, poser des questions sur des choses qui sont beaucoup plus antérieures que la vérité, la réalité de tes parents, etc. Comment on rentre en transe? Comment on entre en transe? Qu'est-ce que ça fait? Voilà, moi je pose la question parce que moi j'y croyais pas, moi. Avant d'avoir vu. J'y croyais. Je pensais, tu sais, un peu comme quand tu regardes les églises et tout, que le pasteur touche, tu tombes. Ouais. Et je me disais, bon. Des fois, quand je voyais ça même un peu dans la spiritualité, je me disais, tu vois, là on est encore dans. Mais bon, j'ai pu voir grandeur nature. Et la personne qui me parlait n'était plus la personne à qui j'ai l'habitude de parler. Du coup, je me suis dit, ok, là, tu vois, si j'avais été encore sous l'emprise de l'ancien paradigme, vraiment, j'aurais pu avoir peur. Mais comme, du coup, aujourd'hui, je sais, tu vois. Du coup, j'étais en mode genre, waouh.
Genre, en fait, c'était vrai. Mm. Et du coup, est-ce que tout le monde peut rentrer en transe déjà? Oui. Enfin, moi, je suis convaincue qu'au même titre que tout le monde peut canaliser, Mhm. tout le monde peut rentrer en transe. C'est-à-dire que euh, c'est... Et c'est là où, tu vois, cette sensation de vide, quand tu la maîtrises, il faut savoir. Parce que le vide n'est pas vide. Le vide n'est pas Le vide. vide n'est pas vide. Le vide n'est pas vide. Et, Ça, c'est... et, euh, et c'est important de retrouver cette sensation de vide en nous. C'est pour ça que quand tu écoutes des méditations, on va te dire oui, faites le vide, blablabla. Parce que c'est en faisant le vide que tu peux te remplir. Et il y a des personnes comme ça, enfin, on a tous cette aptitude, hein, après, il faut la développer, le fait de pouvoir se vider. Parce que c'est quand tu es vide, par exemple, là, moi je suis là, si je décide de me vider, et je vais pouvoir capter ou entendre Certaines choses. certaines choses. Donc tu vas Parce que canaliser. la vie, elle est en perpétuel mouvement, en fait, tu vois. La nature vit, le monde invisible vit. Et quand tu es vide, tu peux, du coup, capter ces choses-là. C'est là où tu canalises. Du coup, Et c'est là où, bah oui, tu es dans la transe, quoi. Où tu peux rentrer en transe. Parce qu'il y a quelque chose qui vient et qui t'habite. mais c'est quand la première fois que tu es rentré en transe? La première fois, c'était durant une retraite. Du coup, tu n'avais aucune technique. Tu savais pas Rien. c'était quoi. Tu sais te vider même, tu sais pas. C'est ça, je veux dire, tu vois. Si, quand même, il y avait... Enfin, on avait déjà appris des techniques pour respirer. Mais je veux dire, à ce moment-là, on n'était pas dans un mood de respirer. Tu vois, on était en train de clôturer un stage. Ok. Et on était là autour d'un barbecue, on s'est partagé, ça rigolait, et tout et tout. Et puis il y avait un ami à moi qui avait un djembé. Mhm. Et c'est là où aussi les sonorités, c'est très 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 puissant. Et tu te rends compte pourquoi dans nos traditions, dans nos cultures, la musique, la danse sont vraiment des choses très, très importantes en fait. Parce que c'est des choses qui te permettent de connecter à un autre monde. Et quand mon ami en fait a commencé à jouer du djembé, c'est comme si ces sonorités-là, ça me parle. C'est comme si tu entends un truc de « je connais ça ». Et que tu fais ce geste de te retourner et que tu es happé par ce passé. C'est ça? Et là, c'était pas un passé, c'était un espèce de vortex, tu vois, où je me suis sentie... j'étais partie. Cette personne qui joue du djembé, est-ce que, comment dirais-je, c'était un professionnel? Je veux dire, est-ce qu'il y a une sonorité? Voilà. Non, c'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, ça aurait pu être moi, par exemple. Et je commence à jouer un air. Et en fait, tu peux partir comme ça. Oui. Ouais. Et quoi? Pardon. Et ça, c'était la première fois où j'ai fait une transe consciente. J'ai déjà fait une transe où je n'étais pas consciente. C'est-à-dire que je suis partie, Ouais. mais je n'avais plus la maîtrise de mon corps. C'est-à-dire que je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. Je savais pas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, voilà, j'étais au tout début de mon accompagnement. D'accord. Et donc au moment où ça arrivait, voilà, c'était en lien avec l'animal totem, où vraiment je me suis sentie habitée par mes animaux totems. Totem. Okay. Mais j'étais dépassée par la chose. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une personne extérieure à moi pour me ramener, bah, j'aurais pu rester comme ça, perché pendant je sais pas combien de temps, tu vois. Alors que la deuxième fois où ça m'est arrivé dans un cadre, justement, dans un cadre sécure, dans un cadre où il y a quelqu'un, il y a une autorité, et tu sais que voilà, s'il y a quoi que ce soit, la personne elle est là, et bien tous ces éléments-là mis bout à bout m'ont permis de vivre mon expérience, mais j'étais là. C'est-à-dire qu'à tout instant, tu me rappelais, j'étais là. Okay.
Et j'étais consciente de tout ce que j'avais vécu, tellement consciente que j'étais en mesure, une fois revenue, de te dire, voilà, j'ai vécu ça. Alors qu'il y a des personnes qui font des trans, qui partent, qui vont te parler des langues extraordinaires, et qui, quand elles reviennent, c'est fini. Elles se rappellent de rien. Alors que ça, comme je disais, cette espèce de vortex, c'est aussi la possibilité d'aller chercher des informations. Et c'est comme si toi, tu as la capacité d'aller chercher, je sais pas moi, il y a une guerre, ou il y a une maladie, et tu sais que tu as la capacité d'aller chercher l'antidote qui va faire que les gens vont guérir. Mais comme tu n'as pas de structure, parce que c'est ça en fait, quand je te disais tout à l'heure le vide, quand tu fais le vide, tu es quand même un réceptacle. À ce moment-là, tu deviens un réceptacle des informations qui t'entourent. Mais il faut que ce réceptacle-là, il soit structuré. S'il est percé, c'est comme si tu mets de l'eau dans un bidon percé. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va rester, ou très peu. Là où, si tu es quelqu'un de structuré, tu vas retenir des infos et tu vas être là. Tu vois ? Et ça, c'est pour ça, c'est là où moi je dis que c'est important de se faire accompagner, parce que sinon, tu bouffes du YouTube, des livres, et puis tu testes des choses, et puis parce que le monde invisible, c'est un monde qui est quand même très puissant. Hein. Mais est-ce que toi tu accompagnes des gens ? Non. Non. Vous avez vu le sourire ou pas ? Je t'ai mis dans le jeu. Mais tu t'accompagnes personne ? Sur ces aspects-là, non. D'accord. Est-ce que tu comptes un jour accompagner des gens ? Ah oui. Quand ? C'est la bonne question. Très bonne question. Mais c'est vrai que la vie, en tout cas, me met de plus en plus dans des conditions où on vient me chercher à cet endroit-là. Même si moi, il y a un endroit où je ne me sens pas totalement légitime, parce que, comme je te dis, on n'est jamais arrivé. À chaque fois, on fait que d'ouvrir des portes, des dossiers, d'aller travailler des dossiers. Et même si mon enseignante dit toujours, on peut accompagner des personnes tout en étant accompagné soi-même. C'est de la supervision. Et justement, moi, je trouve ça hyper safe qu'une personne qui accompagne soit elle-même accompagnée. Parce qu'en réalité, les personnes qui vont venir te voir ne sont que des parts de toi qui demandent à être guéries, en fait, et à être accompagnées. Maintenant, si tu as travaillé ces parts de toi, imaginons, toi, il y a une personne, on parlait de reconnaissance tout à l'heure, et tu as un besoin de reconnaissance vis-à-vis de ton père. Et une personne se présente à toi avec la même problématique. Sauf que toi, cette problématique, tu ne l'as pas résolue. Tu n'as pas parlé à ton père, tu n'as pas exprimé. Du coup, le réflexe que tu vas avoir, c'est de l'accompagner comme toi, tu aimerais être accompagné à l'endroit de ta blessure vis-à-vis de ton père. Et tu ne vas pas l'accompagner comme lui, il a besoin d'être accompagné. À l'endroit de sa propre blessure. Exactement, de son père. Histoire, de son père. Histoire, exactement. Alors que si tu es supervisé, si tu continues d'être accompagné, tu pourras toujours en référer à cette autorité et lui faire part de ta problématique, de dire justement, il y a un jeune, c'est bizarre, je me reconnais en lui, il vient me faire rejouer des trucs, il m'envoie des miroirs, nanana. Et toi, du coup, la personne pourra t'accompagner à prendre du recul pour pouvoir accompagner. Sinon, comme je te dis, tu vas l'accompagner comme toi tu voudrais. Et c'est là où on est dans des enjeux de pouvoir. Parce que tu as la connaissance, puisque la personne vient te voir à l'endroit où tu as peut-être 1 ou 2 pas d'avance par rapport à lui. Tu vas avoir quelqu'un qui va t'accompagner dans le principe, c'est que elle est déjà un peu avancée par rapport à toi. Et comme on disait en introduction, en parlant de cet ego spirituel, le fait d'avoir un peu d'avance peut t'embarquer dans des histoires, dans un contexte d'enjeu de pouvoir.
Et c'est là où c'est toi qui mets sous emprise certaines personnes. Et c'est pour ça que dans la spiritualité, moi je trouve que voilà, tu peux retrouver des gourous, ce genre de choses. Parfois ça part d'un bon sentiment, hein. Une bonne intention. D'une bonne intention, et puis après, au final... Comment Est-ce que tu es initié? Ouais. Est-ce que tu veux en parler? Oui. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus Là, il y a 37 minutes, je sais pas combien de temps il reste de... Donc ça va, tu peux vraiment. Alors moi je suis partie me faire initier en 2021. L'initiation s'est présentée à moi de manière très, je dirais, très naturelle en fait. À l'initiation, la tradition Ngunza, les Ngunza, qui c'est une tradition au Congo. Ok. Donc le Ngunza, c'est une tradition Congo. Ouais. Ok. Et en fait, tout a commencé avec des chants Congo qu'on écoute, hein, que tous les Congolais écoutent pendant les veillées mortuaires. D'accord. C'est des cantiques, en fait. Okay. Il y en a où on a introduit des notions de religion chrétienne, mais il y en a d'autres qui sont très, je dirais, comment dire, authentiques. Authentiques, ouais. Mais que les gens n'écoutent que dans le contexte de la mort. Et moi, je faisais partie de ces personnes qui, voilà, j'écoutais ces chansons. Mais bizarrement, à chaque fois que j'écoutais ces chansons, j'avais l'impression de partir dans une espèce de transe, tu vois. Et puis un jour, il y a un ami à moi qui est parti au Congo et que j'avais mis en contact avec une artiste qui justement est Ngunza et qui est partie justement en immersion au village pendant une semaine. Et quand cette personne-là est revenue, elle est restée quelques jours à la maison. Et j'avais l'impression qu'on était 10, 100 dans la maison. C'est-à-dire que l'énergie était telle que je me disais, waouh, ma maison, elle est habitée. Et avant que je la mette en contact avec cet artiste, j'étais un jour chez moi, en train d'écouter justement ces sons. Je suis tombée par hasard comme ça sur YouTube. J'étais en train de faire le ménage et puis boum, j'ai eu cette sensation justement que ma maison était remplie de personnes et je me suis assise, j'ai eu un coup de chaud et c'est comme si toutes ces personnes qui étaient chez moi me disaient « Ah, enfin. Tu as entendu ». Et c'est vrai que j'ai entendu ces sons-là pour la première fois, qui sont en fait des chants guerriers. C'est-à-dire que les gens, quand ils allaient se battre, ils chantaient ça. Il y avait des tambours et tout. Ça parle de la mort. Mais parce que pour eux, la mort, c'est pas la notion qu'on a aujourd'hui, tu vois, qui fait peur, oh, c'est la fin. Pour eux, la mort, c'était... Ouais, c'est un passage. Ouais. Donc quand ils y vont et qu'ils chantent, oui, on peut mourir et tout, et tac, on appelle nos dieux, on appelle nos ancêtres, et ça tape des tambours, pour eux, c'est juste, on se donne de la force, quoi. Peu importe l'ennemi qui se présente à nous, que ce soit au moment où c'était des guerres tribales ou que ce soit quand c'était des colons, parce que c'est très marqué par l'arrivée des Occidentaux, puisque ce qui a fait que ces cantiques soient devenus des cantiques associés à la mort et des cantiques religieux, c'est parce que les Occidentaux, quand ils sont arrivés, ils ont compris la puissance de ces chants et en ont fait, tu vois, parfois ils ont changé les noms des dieux qui étaient cités pour mettre Jésus par exemple. Et parfois c'était les initiés eux-mêmes qui mettaient un code. Il y a une chanson comme ça où ça parle d'un aigle. Okay. Donc l'occidentaux, quand il entend l'aigle, il dit pas de panique, il parle d'un oiseau. Sauf que l'oiseau, chez nous, l'aigle en tout cas, c'est le dieu Congo. Qui, quand on fait l'analogie avec l'Égypte antique, on a Horus derrière. Horus, tout ça. Sûr. Donc ça, c'est des petits codes que les initiés ont mis dans ces chants pour que ceux qui savent
et ben, tu vois, Se reconnecte. exactement. C'est exactement ça. Et puis il y a d'autres où ça a totalement été détourné, on a enlevé le nom du Dieu, on a mis Jésus, on a mis... Hein. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est pas mon oreille physique qui a entendu la musique. Parce que comme je te dis, c'est des chants que j'entendais tout le temps. Mais là, je les ai entendus à l'endroit de... Ah ouais, j'ai senti la puissance du truc. Ah, mes ancêtres, ils chantaient ça, ils allaient au front. Et moi, j'écoute ça aujourd'hui, en mode, quand j'écoute ça, je pleure parce que je pense à un défunt, ou tu vois. J'associe ça avec une fin. Alors que quand eux, ils y allaient, c'est parce que derrière, ils se disaient, bon, on va se battre pour que nos enfants ne soient pas des esclaves. Et moi, j'écoute ça comme si je suis triste, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était la claque que je me suis prise. Et quand j'ai parlé avec cet artiste, qui ne dévoile pas, hein, c'est pour ça que je ne citerai pas son nom, qui ne dévoile pas ce qu'elle est, parce que y a, dans la tradition Ngunza et dans la tradition Congo, il y a le Mansweki, qu'on appelle l'art du secret. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la tradition Congo est une tradition qui est très fermée. Par exemple, si tu vas au Bénin ou dans l'Afrique de l'Ouest, le Fa est accessible à tout le monde. La tradition Ngunza, la tradition Congo, il faut vraiment montrer patte blanche pour pouvoir être initié. Tu vois. Donc c'est pas quelque chose qui... C'est pas pour tout le monde, quoi. Qui est dit comme ça et qui... C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver comme ça et dire, voilà, moi je vais me faire initier. Ouais, en tout cas, t'es passé on va chercher à savoir quelles sont tes motivations. D'accord. Tu vois, pourquoi tu veux le faire. Parfois, on va pas te poser la question parce que c'est évident. Quand tu reçois un appel, tu reçois un appel, c'est plus fort que toi. Moi, pourquoi cet artiste-là, que je suivais sur les réseaux, m'a parlé de la tradition et m'a parlé de qui elle est, c'est qu'il y a des codes. Quand moi, j'ai dit, écoute, j'ai entendu cette chanson qui m'a fait penser à ça, elle m'a dit, ok, tu as reçu le message. Donc, je peux te dire qui je suis et pourquoi. Comme par hasard, ça fait 3 ans que tu me suis sur les réseaux. Pourquoi c'est maintenant que tu me contactes? Pourquoi c'est maintenant que tu entends le truc? Ok. Tu vois. Ok. Et donc, ouais, je suis partie me faire initier. Et ce qui est fort, c'est qu'à côté de ça, mon enseignante ici, dans dans ce que je travaillais par rapport à la reconnaissance de plus grand que moi, qui est en lien aussi avec mon histoire familiale, notamment au cadre que mon père m'a transmis en étant jeune. Voilà quelqu'un donc cette enseignante qui est ici, qui m'accompagne à reconnaître ce cadre. Mais comme moi, à ce moment-là, j'associe encore ce cadre à quelque chose d'enfermant, de cloisonnant, voilà, j'ai fait ma rebelle. Et donc, dans cette initiation, je suis allée voir là où il n'y a pas de cadre. Et il m'a fallu aller voir là où il n'y avait pas de cadre pour reconnaître le cadre qui est en moi. Okay. Parce que j'aurais pu vriller. Hein. Bien sûr. Mais ce qui m'a maintenu, c'est justement parce que j'avais un cadre. Et c'est là où j'ai compris que le cadre, c'est pas quelque chose de négatif. Parce que c'est dans un cadre que les choses peuvent s'exprimer en fait. Waouh. Et donc ça, c'était en 2021. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2022. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, pour conclure? C'est-à-dire que... Parce que c'est 1 an, c'est ça, hein, à peu près. Hein. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? En 1 an dans ta vie, qui pourrait... C'est-à-dire que sans l'initiation, non. Sans tous ces enseignements, tu n'aurais pas... Voilà. Non, l'initiation, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. Déjà, reconnaître, comme je te dis, le cadre. L'importance du cadre. Ça m'a permis aussi de reconnecter à mon ancestralité. C'est-à-dire que avec mon enseignante, c'est quelqu'un qui s'inscrit au niveau de... Tu sais, il y a des métaphysiciens qui vont s'inscrire au niveau de l'esprit. Et elle s'inscrit beaucoup au niveau de l'âme et du corps. Et au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, toutes ces questions identitaires n'ont pas leur place.
c'est toute cette histoire de communauté, de je suis noir, tu es blanc, tu es jaune, ça n'a pas sa pas place. leur C'est vrai. place. C'est vrai. Tu vois? Et que malgré tout, je pense que j'avais un besoin, non c'est pas je pense, j'avais un besoin de je suis noir. Je sais que je suis plus que ça. Bien sûr. Mais en attendant, là dans cette vie, je suis noir. Et si je me suis incarnée dans cette communauté, c'est que j'ai des enjeux. Ce que je travaille aussi avec mon enseignante. Hein. Mais à ce moment-là, c'était pas le moment d'ouvrir cette porte-là. Donc moi, j'ai voulu l'ouvrir tôt parce que ce qui m'a emmené sur ce cheminement, c'est justement la question de l'identité. Après avoir cheminé dans différentes spiritualités, qui m'ont renvoyé le miroir de ok, tu es comme nous, mais tu n'es pas comme nous. Il y a un endroit où tu n'es pas comme nous. Tu es quand même noir. Hein. Je ne vais pas citer, tout le monde va reconnaître de quelle spiritualité, de quelle religion je parle, où il y a une force communautaire qui est très prégnante, mais qui pour autant, tu sens la différence. Même dans des lieux saints, dits saints, tu sens quand même qu'il y a des noirs d'un côté et les autres. C'est chaud. Voilà. Et moi, c'est avec cette blessure-là où j'ai eu envie de travailler, de reconnecter à mon ancestralité. Et pour moi, revenir à la source, donc revenir au Congo, c'était quelque chose d'important pour moi. Et ça m'a vachement aidé parce qu'effectivement, ça m'a permis de reconnecter à des choses que mes parents m'ont transmis, mes grands-parents, notamment ce lien avec la nature, ce respect des aînés, justement, ce respect du plus grand que soi. Ouais, c'est vraiment ce que ça m'a permis de travailler. Et du coup, que tu vas bientôt accompagner les gens, comment on peut rentrer en contact avec toi? J'essaye, hein, les amis. Hein. J'essaye. Hein. Bah, écoute, très prochainement. Très prochainement, tu donneras des infos. En tout cas, on est censé faire une room ensemble. Oui. Sur Clubhouse. On va parler de la magie sexuelle. C'est ça, hein? Pas que. Sexualité consciente. Sexualité consciente, c'est vrai d'abord. C'est vrai, autant pour moi. Sexualité consciente. Je vais pas demander de spoiler ni de résumer quoi que ce soit. Faut que les gens vont s'inscrire, ils vont écouter. Mais moi, ce que je peux vous dire, les amis, c'est que vraiment, faut. Comment dire? Je pense qu'on entend beaucoup de choses sur la magie sexuelle, on entend beaucoup de choses sur la sexualité sacrée, sur oui, mais non, mais chez nous, la sexualité kamite, palati, palati. Bon, voilà, vous connaissez tout ça. Et je pense que quand vous allez entendre ce que vous allez entendre, eh bien, c'est comme si ça va. C'est comme si les murs qui sont autour de votre conscience sur ce sujet-là, ils vont s'effondrer. Voilà. Et donc vous allez peut-être, j'espère en tout cas, appréhender ce sujet d'une autre façon et voir les choses différemment. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout est complexe. Il faut juste savoir regarder ce qu'il y a derrière. Et c'est, en tout cas moi c'est ce que j'apprends. Là c'est mon enjeu en ce moment, voir ce qu'il y a derrière. Ouais. Je prends du plaisir à voir ce qu'il y a derrière les choses. Et tu vois qu'il y a derrière ça, et encore derrière ça, tu dis ah ouais. Exactement. C'est puissant. C'est hyper fort. Merci à Leki. Merci à Leki. Et puis bon, je vous mettrai en description comment la contacter si vous voulez la contacter quand même. Voilà, moi on va trouver un moyen. Parce que même si tu n'accompagnes pas les gens, mais bon, le jour où tu seras prête, je pense que. Regarde, non mais regarde, j'ai failli filmer. Il y avait un papillon qui se posait sur ses pieds. Bon voilà, je pense que. Transformation. Tu vois pas? Papillon, c'est la transformation. Validation. Validation, transformation. Tu vois? Mais là, tu l'as vu le signe. Ouais. C'est vrai qu'on en a beaucoup en ce moment. Faut. Bon, voilà. Ok, on discutera ça après. Passez une bonne journée et je vous dis à très vite pour un prochain numéro. C'était un numéro avec Mademoiselle Aleki. Et puis je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'on va en parler parce qu'il y a pas mal de sujets qu'on n'a pas encore évoqués et qu'on évoquera plus tard. À très vite.